Kisangani fait face à de nombreux défis. Pauvreté, chômage, déscolarisation, précarité des familles, difficulté d'accès aux soins, mais aussi présence d'enfants et des jeunes en situation de rue, orchestrés par les conflits interethniques Mbole et Lengola. La goutte de trop et la fermeture de l'UNICEF Antenne Kisangani depuis le 31 décembre 2025, y compris de la MONUSCO depuis 2019, mais aussi l'absence de structures ou espaces d'encadrement des enfants en situation difficile sont à compter au bout de doigts dans la ville. Ces tableaux que nous venons de peindre motivent votre radio communautaire à approcher Messieurs Eriko Aoukoumouana qui se donne comme passion, si pas vocation, s'investir sur les enfants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Eben Avenir, votre espace de réflexion consacré aux grandes questions qui touchent directement notre société. Ma joie, c'est aussi et surtout quand j'écoute la 89.6. Monsieur Eriko Aoukoumouana, lorsqu'on parle de vous à Kisangani, on vous présente comme un philanthrope qui vient en aide à différentes catégories de la population. Mais au-delà de cette image, qui est réellement Eriko Aoukoumouana et qu'est-ce qui l'a conduit à créer cette fondation qui porte effectivement votre nom? Merci beaucoup, M. Menga, pour cette question. Au-delà de tout ce qu'on peut me donner comme casquette, M. Eriko Aoukoumouana, c'est d'abord un père de famille. C'est un licencié en relations internationales. C'est un jeune qui a grandi à Kisangani, un jeune Boyomé. Et aujourd'hui, c'est un cadre d'entreprise, la plus grande en tout cas, de télécommunications en RDC. C'est le fils de papa, de maman, c'est l'ami de frères et sœurs de Kisangani. Merci beaucoup. Monsieur Eriko Aoukoumouana, à quel moment avez-vous considéré, d'abord merci pour cette présentation brève de votre part, à quel moment avez-vous considéré que les interventions ponctuelles ne suffisaient plus et qu'il fallait créer une structure organisée comme la Fondation Eriko Aoukoumouana pour les changements? Alors, nous vivons dans une société qui nous a donné toutes les chances aujourd'hui pour ce que nous sommes. Et de cette perception-là, de ces constats-là, nous voyons que chaque jour, les actions ponctuelles qui ont été amenées par tous ceux qui ont pensé résoudre des problèmes de manière ponctuelle, ça a démontré leurs limites. Et à chaque fois, on revenait sur les mêmes causes qui produisaient carrément les mêmes effets. C'est comme ça que nous nous sommes dit, il n'était plus question de venir de manière ponctuelle, mais il était question de mettre en place maintenant des projets, d'organiser les initiatives qui pouvaient être ponctuelles, mais les étaler maintenant sur le long terme pour que chaque personne puisse retrouver une certaine autonomie dans sa manière de penser, dans sa manière de faire, pour que nous ne puissions pas revenir sur les mêmes causes, comme je disais, qui produisaient les mêmes effets. Alors, M. Eriko Aoukoumouana, quel problème précis voulez-vous initialement résoudre en créant cette fondation? Alors, il y a un problème particulier que vous vouliez spécialement résoudre? Exactement. Aujourd'hui, on est dans une société où la mentalité est telle qu'il faudrait que les changements que tout le monde souhaite viennent d'une certaine autorité, d'une certaine organisation. On oublie que nous pouvons nous-mêmes être acteurs de ces changements-là. Quand vous êtes, par exemple, dans les quartiers comme j'ai sillonné la ville, dans les quartiers comme Ségama, vous trouvez des jeunes qui sont en dessous d'un arbre qui fustigent le fait qu'il y a la brousse qui est en train d'envahir leur milieu naturel, leur milieu où ils vivent au quotidien. Alors que chacun d'eux peut en tout cas mettre la main dans la pâte pour apporter ces changements qu'ils veulent voir venir d'un chef de quartier, d'un bourgmestre, du gouverneur, d'une autorité quelconque. Le problème ici, tel que je l'ai dit, c'est vraiment toucher le mental de toute la couche sociale. Donc vous voulez mettre ces jeunes-là
face à leurs problèmes de société, sans pour autant attendre l'intervention des autorités de la ville? Exactement. Pas que les jeunes, parce qu'aujourd'hui, nous ne touchons pas que les jeunes. Nous touchons les papas, nous touchons les mamans. Les mamans qui, hier, pouvaient se contenter d'un pagne ou d'un 5 000 ou un 10 000 francs et qui étaient comme ça désorientées dans les choix qui carrément impliquaient l'avenir de leur descendance. Aujourd'hui, il est question de dire à ces mamans-là, nous ne voulons plus de ces histoires de manière spontanée, nous voulons que vous puissiez réfléchir sur le long terme, nous voulons que vous puissiez réfléchir sur l'avenir de vos enfants. Et pour ça, il faut des approches qui soutiennent des actions qui s'étalent sur les temps, des actions qui sont mises en place pour l'avenir de ceux qui constituent votre progéniture. Monsieur Eriko Akumona, dernièrement, vous avez organisé une soirée de gala où vous avez présenté vos partenaires. Dites-nous aujourd'hui, votre engagement relève-t-il principalement de vos moyens personnels ou bien vous avez un réseau des donataires ou d'un autre mécanisme de financement? Monsieur Menga, je ne vais pas vous cacher et je crois que pour ceux qui ont été dans cette soirée de gala, ils peuvent comprendre que de la présentation qu'on a eu à faire, il est clair que personne ne peut arriver à résoudre tous les problèmes communautaires que nous connaissons aujourd'hui à lui seul. Ici, il n'est pas question de pouvoir revendiquer une certaine capacité à apporter des solutions aux problèmes de notre communauté de manière individuelle. Ici, il est question d'appeler les gens, d'appeler les entreprises, d'appeler tous ceux qui peuvent mettre la main dans la pâte, à mutualiser leurs forces, à fédérer leurs forces pour que nous puissions commencer à résoudre un problème après l'autre. C'est comme ça qu'on a organisé cette soirée où il était pour nous important de partager avec les partenaires qui nous accompagnent parce qu'aujourd'hui, la Fondation Eriko Akumona n'est pas une fondation qui, comme je le disais, évolue seule. On a cette capacité à fédérer les entreprises, les banques, les sociétés de télécommunications, les médias, pour nous accompagner dans cette bataille que nous menons depuis 3 ans. Vous utilisez fréquemment le terme changement. Quel changement concret voulez-vous que les habitants de Kisangani puissent constater dans un avenir proche grâce à votre fondation? Les changements concrets, c'est cette capacité ou ces niveaux qu'on peut atteindre où chacun de nous, avant de pointer du doigt une autorité, un responsable, commence lui-même par se demander qu'est-ce que j'ai fait pour cette situation. Parce que quand j'étais en train de nommer cette structure pour dire Fondation Eriko Akumona pour les changements, d'abord c'est une caricature de ma personne parce que j'ai été dans les camps de ceux qui, depuis un moment, posaient des questions mais n'apportaient jamais une partie de la réponse. Posaient des questions, critiquaient, remettaient en cause tout ce qui était fait avec la pensée que j'avais. Mais à un moment, je me suis remis en question pour dire, mais qu'est-ce que moi-même j'ai fait dans tout ça? Et c'est ces changements de mentalité-là, ces changements d'approche que je vais effectivement voir demain dans cette communauté boyomèse. Depuis la création de la Fondation Eriko Akumona pour le changement, quelles sont précisément les principales actions que vous avez déjà réalisées à Kisangani? Pour moi, on en a beaucoup. De manière ponctuelle, nous organisons plusieurs activités d'intervention pour des cas qui nécessitent de la solidarité. Mais de manière structurelle et organisationnelle, on a 4 piliers sur lesquels nous travaillons dans la Fondation. Et le plus important pour moi, et où je mets beaucoup d'énergie, c'est le pilier qu'on appelle Mwananyo Sonakelasi, parce que pour moi, l'éducation, c'est la base. Ces programmes consistent à accompagner les retours scolaires des enfants. Et depuis 3 ans, nous avons pu accompagner jusqu'à 1000 qui aujourd'hui rentrent dignement à l'école, question de donner, d'assurer l'égalité des chances pour ce qui est de l'accès universel à l'éducation. Le deuxième pilier, c'est l'Isungi, où nous sommes conscients que comme nous n'avons pas encore la capacité d'appuyer les frais scolaires complets de ces enfants-là, il faudrait soutenir les activités de ces parents pour que toute l'année scolaire puisse être prise en charge par ces parents. C'est comme ça que nous injectons des capitaux dans les petits commerces des parents de ces enfants.
Le troisième pilier, nous avons Mbongwane Kobandanayo. Et c'est là que, comme je disais, nous amenons les outils des travaux manuels chez les jeunes pour leur dire relevez-vous, prenez part à l'action publique, faites quelque chose pour votre communauté, n'attendez pas que ça vienne de haut. Et aujourd'hui, on a lancé le programme qu'on va appeler Grandissons ensemble, qui va toucher essentiellement des jeunes qui sont porteurs de projets et ambitieux pour les accompagner de bout en bout. En termes des chiffres séparés, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres précis pour les enfants, les jeunes, les femmes et les hommes que vous avez justement accompagnés dans vos projets de fondation? Merci beaucoup. Donc pour les projets, par exemple, comme mon Agno Sonakilasi, j'ai parlé de 1000 enfants soutenus jusque-là, plutôt 1000 kits scolaires remis depuis qu'on a commencé cette action, mais 500 enfants pour lesquels nous avons atteint cette année pour un retour scolaire digne. Et en termes de coûts, vous pouvez voir, comme on l'a présenté dans notre soirée de gala, on est à plus de $20 000 qui sont injectés pour soutenir le retour scolaire digne de ces enfants. En termes de l'Isungi, on est à plus de 100 femmes, parce que les dimanches encore, on a posé quelques actions. On va arriver à 120, à qui on a injecté des capitaux pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Parmi les bénéficiaires de votre fondation, combien ont reçu une aide ponctuelle et combien bénéficient d'un accompagnement permettant réellement de sortir durablement de leur situation vulnérable? Aujourd'hui, on a jusqu'à... Je ne saurais dire le nombre de ceux qui ont reçu une aide ponctuelle, parce qu'il y en a beaucoup. Nous savons comment est-ce que notre communauté fonctionne. Ici, il y a un deuil, là-bas, il y a un cas de maladie. Il faudrait accompagner, il faudrait faire preuve de générosité, mais aussi de solidarité. Mais pour ceux qui ont réussi, parce qu'on n'a pas que la mission d'injecter des capitaux, mais c'est vraiment une éducation financière qui suit derrière. Ceux qui ont réussi un soutien vraiment sur le long terme, nous sommes aujourd'hui, comme je le disais, à plus de 120 femmes, à 120 femmes qui ont réussi un accompagnement clair en termes d'injection des capitaux dans leurs activités génératrices de revenus. Mais on ne se limite pas à injecter les capitaux, nous les accompagnons dans ce qu'elles font chaque jour. Et nous les aidons à pouvoir pérenniser leur commerce. Parlant des jeunes, nous sommes à plus de 1000 jeunes formés en leadership, mais aussi en autonomie financière, parce que nous allons dans les universités, nous organisons des colloques, nous allons en salle avec des jeunes à qui nous montrons que c'est capable de sortir de la tête, de l'eau, comme vous avez vu hier dans la présentation qu'on a eu à faire. Pouvez-vous citer un ou deux projets dont vous pouvez aujourd'hui mesurer objectivement les résultats? Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Bien sûr. Aujourd'hui, les projets sur lesquels nous travaillons activement, comme je le disais, c'est moi, Agno Sonaklas. Et aujourd'hui, on peut être fier, très fier, de dire que ces enfants de la périphérie de Kisangani qui étaient, voués à leur propre sort, parce qu'il y a beaucoup d'enfants avec des quotients intellectuels élevés, avec beaucoup de capacités intellectuelles quand vous parlez avec eux, qui avaient des difficultés à reprendre la route de l'école. Aujourd'hui, on peut être fier de dire qu'il y a 500 enfants qui ont repris dignement l'école, mais aussi qui ont eu la même chance que les autres à pouvoir briller et à devenir ce que nous voulons pour ces pays. Monsieur Rico Okumana, vous êtes le président fondateur de la fondation qui porte justement votre identité. Quel budget votre fondation a-t-elle consacré à ces interventions depuis sa création? Alors, on va dire que nous sommes organisés et nous voulons garder de la transparence dans tout ce que nous faisons. Et chaque année, nous avons notre assemblée générale qui nous l'organisons pour nous projeter sur ce que nous voulons faire sur une année. Le budget n'est donc pas fixe. Par exemple, pour cette année, on s'est fixé un budget jusqu'à $34 000. Nous avons pu exécuter aujourd'hui, je vais dire à 70%, parce que nous avons quelques autres actions qui vont avoir lieu avant la fin de cette année. Et nous croisons les droits en tout cas pour que l'année prochaine, avec tout ce que nous avons comme engouement et tout ce que nous avons comme assurance de nos partenaires, nous puissions arriver à un niveau plus supérieur pour toucher un plus large nombre de personnes au sein de la fondation. Monsieur Rico Okumana, qui contrôle l'utilisation de cet argent et comment
un citoyen de Kisangani peut-il vérifier que les ressources annoncées pour les actions sociales arrivent effectivement aux bénéficiaires? Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler cela? Ça, c'est une très bonne question, parce que parmi nos valeurs, nous avons la transparence qui vient en premier. Et dans cette optique-là, dans cette approche-là, nous avons mis des moyens pour mettre à disposition la possibilité à tout Boyomé, à tout jeune Boyomé, à tout Tchopolé, de pouvoir avoir accès sur nos états financiers, sur ce que nous faisons. C'est comme ça qu'on a investi de l'argent pour mettre en place un site internet qui est ouvert à tout le monde, à n'importe quel endroit. Et à l'intérieur, vous allez trouver qu'on a mis toute une rubrique qu'on appelle transparence. À l'intérieur, vous trouvez nos documents légaux, vous trouvez le niveau de dons que nous recevons, parce que on a, comme je vous ai dit, on a des partenaires qui sont des entreprises, mais aussi des particuliers. Et là, à l'intérieur, vous pouvez voir les niveaux de dons qui ont été versés. Est-ce que ça a été fait de manière anonyme? Est-ce que ça a été fait de manière identifiée? Et vous allez voir nos états financiers, un rapport de chaque année qui sera placé dans ces sites internet pour que chacun puisse voir. J'ai donné 10 francs à cette fondation. Regardez ce que le 10 francs que j'ai pu donner a pu produire comme résultat. Monsieur Rico Kumana, pour des raisons de redevabilité, si demain un journaliste, un reporter qui ne soit pas de la radio-télévision Ebenezer bien sûr, ou un citoyen vous demande de présenter les preuves de vos principales réalisations, liste de bénéficiaires, projets réalisés, budget, partenaires et résultats, êtes-vous prêt à les rendre accessibles? Bien sûr, comme je disais, notre valeur, parmi nos valeurs, on a la transparence. C'est un pilier très important parce qu'aujourd'hui, pour avoir des partenaires de ces calibres qui nous accompagnent, il faudrait être transparent dans un environnement où on connaît les habits qu'il y a en termes de fondation. Donc nous, on n'a pas besoin de nous approcher, on a besoin d'aller sur les sites pour avoir ces informations. Mais s'il y a des questions pour lesquelles il faudrait nos éclaircissements, nous sommes accessibles, on a un siège social aujourd'hui, très bien localisé. On est très accessible et on sera toujours accessible pour fournir ces informations. Monsieur Rico Kumana, quel diagnostic votre fondation fait-elle aujourd'hui du phénomène des enfants en situation de rue à Kisangani? Ces enfants-là ne sont pas des orphelins, ce sont des enfants qui ont quitté leur habitation habituelle, soit par des conflits interethniques ou soit par disparition de parents inopinément. D'abord, c'est une situation qui donne des pincements au cœur parce qu'aucun enfant ne devrait se retrouver dans la rue à accompagner un aveugle ou un parent en état d'incapacité. Aucun enfant ne devrait se retrouver dans la rue pour chercher de quoi manger. C'est une situation qui apporte beaucoup de pincements au cœur et ça démontre effectivement que le travail est encore énorme. Maintenant, il y a des responsabilités partagées dans cette situation, mais s'il faut commencer à chercher qui est responsable et qui ne l'est pas, on mettra beaucoup d'énergie à chercher à pointer du doigt l'autre qu'à chercher à apporter des solutions. C'est comme ça qu'ici, moi, comme je le disais, on n'a pas la capacité de résoudre tous les problèmes. Il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Il faut que l'État prenne ses responsabilités par rapport à ses enfants, parce que généralement, ce sont les enfants qui ont été victimes de ces atrocités, qui ont eu lieu au niveau de nos deux communautés, de nos deux tribus. Et ça, c'est, je crois, en tout cas, en grande partie, la responsabilité de l'État, mais aussi, aujourd'hui, on peut voir que l'Église catholique fournit beaucoup d'efforts pour essayer d'encadrer toute cette population-là. Malheureusement, on a la représentation de l'UNICEF qui a fermé ici. On a, dans nos démarches dernièrement, essayé de les approcher et c'est là qu'on découvrait ça. On ne va pas cesser de nous approcher d'eux, parce que moi-même, je suis de ce qu'on appelait à l'époque Club d'écoute pour enfants, qui était une organisation qui défendait les droits des enfants. Et ce qui se passe aujourd'hui avec ces enfants ne laisse personne insensible. Nous allons continuer par nos relations, mais aussi par un lobbying très fort, de pousser, mais aussi de chercher une approche qui va remettre ces enfants à l'abri.
Selon vous, pourquoi un enfant quitte-t-il aujourd'hui sa famille pour vivre dans la rue, à Kisangani précisément, dans la ville de Kisangani? Il y a beaucoup de raisons, parce que comme je vous disais, j'ai travaillé au club de coude pour enfants, et là-bas, on avait effectivement cette responsabilité de faire les enquêtes pour comprendre ces phénomènes. Et aujourd'hui, on a les influences, on va dire, religieuses, parce qu'il y a des églises aujourd'hui qui pourraient, les enfants qui perdent un parent et qui vivent sous les toits d'un titère, forcément, tout ce qui ne marche pas dans cette maison, c'est cet enfant-là. On a la responsabilité de l'État, comme je disais, parce que ce qui se passe avec le phénomène Mbole Lingola ne devrait pas nous produire ce que nous avons aujourd'hui avec les enfants qui sillonnent ça et là. On a aussi une autre raison qui fait que aujourd'hui, les enfants qui ne se retrouvent pas, je vais dire émotionnellement, dans le foyer, qui soit un père ou une mère a y à quitter, se retrouvent comme ça marginalisés par l'autre parent qui vient. Là, je parle par exemple d'un foyer où il y a une marâtre qui arrive et ces enfants sont victimes. Bref, il y a plusieurs raisons. Et comme je disais, il n'est pas question ici de commencer à investir beaucoup d'énergie pour indexer qui que ce soit, mais mettons cette énergie à mutualiser nos forces pour solutionner ces problèmes. Votre fondation intervient-elle aussi auprès des enfants en situation de rue ou bien en rupture familiale? Pour être transparent, comme je disais, aujourd'hui, nous n'avons pas touché à ces points-là. Mais pourquoi? Déjà, il y a 2 jours, comme je disais, la portée de nos activités a fait à ce qu'on a reçu certains appels de certaines fondations qui sont aussi touchées par cet aspect-là. Et il y a, par exemple, je ne citerai pas le nom, mais vous allez voir dans, je crois, une semaine, nous allons travailler en partenariat avec une fondation qui elle est vraiment orientée enfant de la rue. Et par rapport à ce que nous faisons, elle nous a approchés et nous allons partager avec cette fondation-là notre expérience, notre approche, et nous allons, je crois, ça sera l'occasion pour nous aussi de toucher ces secteurs-là. Le problème des enfants en situation de rue relève aussi de la responsabilité de l'État et des autorités locales. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Pouvez-vous nous dire jusqu'où une fondation privée comme la vôtre peut-elle intervenir sans se substituer au pouvoir public, sans pour autant endosser le rôle du pouvoir public? Je crois qu'une fondation qui est une ASBEL démontre ses limites au niveau, je vais dire, solidarité, mais aussi générosité. Parce qu'après, on ne va pas se substituer à l'État qui a l'obligation d'assurer un avenir meilleur pour ces enfants-là. Les enfants doivent être protégés parce que ce sont des êtres humains vulnérables. Et la fondation, elle se limite au niveau des actions de solidarité, de générosité. Mais bien sûr, l'État devra mettre en place les mécanismes qui favorisent l'encadrement de ces enfants, mais aussi le bien-être de ces enfants. Mais c'est quoi, Okumona, si nous revenons dans 5 ans pour vous demander des comptes, quels résultats précis acceptez-vous que nous utilisons pour juger votre fondation? Dans 5 ans, oui. Nous serons fiers de vous présenter, en tout cas la communauté avec laquelle nous partageons le quotidien, une communauté qui comprendra qu'elle devra être elle-même l'acteur du changement qu'elle veut voir dans le monde, comme disait Gandhi. Il n'y aura plus question de jeunes, de femmes qui iront dans la rue quémander ou alors se faire acheter par des billets. En tout cas, bon, je vais éviter les termes, mais en tout cas, vous aurez une communauté de la Fondation Eriko Okumwana qui comprendra cela. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que je suis convaincu que cela arrivera parce que des échanges que j'ai avec toutes les mamans que nous soutenons, mais aussi tous les jeunes que nous accompagnons, nous pouvons voir que finalement, elles sont en train de comprendre petit à petit qu'il n'est pas important de se baser, mais aussi de s'accrocher sur des actions ponctuelles, mais il faudrait s'accrocher, mettre de l'intelligence, de la volonté sur des projets à long terme et avec un impact communautaire. Monsieur Eriko Okumwana, fondateur de la fondation qui porte votre nom, la radio-télévision Ebenezer, vous dit 1000 merci pour ce partage
À la présentation de Ben Avenir de ce jour, c'était Hervé Menga Deschartes au prochain numéro sur l'avenir, c'est-à-dire les enfants, notre avenir, et avec le même invité. Au revoir en suivant la suite de notre programme.